Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture shonen manga. Allons-y. Du shonen neketsu. Ouais, on va commencer par du shonen neketsu avec la fin. C'est la dernière fois qu'on parle de cette série. Mais il y aura la suite, peut-être qui arrivera un jour en France. Cette série, c'est Seven Deadly Sins, tome 41. Qui est sorti en version normale et en version limitée collector également en France. Ça, c'était la bonne surprise. C'était vraiment la bonne surprise et on a fait une vidéo dédiée à l'édition limitée collector parce que je trouvais qu'elle le méritait bien. On a fait l'édition collector japonaise au moment où elle est sortie. Ensuite, quand en France c'est sorti aussi, on était tellement surpris qu'on a refait une vidéo dédiée à l'édition collector, mais version française cette fois. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et vraiment, j'avais été surpris par le prix, 11,50 €, c'était moins cher que l'édition japonaise pour les mêmes bonus. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable. Voilà. T'as bougé la caméra. Donc ici, donc c'est la fin, ça y est, on suit du coup les Seven Deadly Sins dans leur dernière aventure. Ça fait déjà quelques tomes en fait qu'on est plutôt sur l'épilogue plutôt que véritablement sur une problématique de fin. Et on clôt en fait proprement les arcs de tous les personnages, dont certains personnages qui avaient été mis en pause pendant plus de 10 tomes. Je pense notamment au fameux Arthur, qui était destiné, qui est destiné à avoir une épopée légendaire plus tard, avec ici du coup des révélations sur à la fois Kaitsit, qui était son compagnon et dont on découvre la véritable nature, et pendant ce temps également les vraies intentions de Merlin, dont on ne savait pas trop quelles étaient les motivations jusque-là. On en apprend plus du coup sur ces deux personnages-là et sur finalement les ouvertures possibles que cet univers-là peut avoir plus tard. De la même manière, c'est l'occasion finalement de revenir sur chacun des personnages et sur eh bien, la manière dont l'aventure se termine pour eux, en même temps que de poser les bases pour une nouvelle épopée avec la descendance de certains des personnages de The Seven Deadly Sins qui devraient être amenés à apparaître plus tard. Voilà. Voilà, donc c'est au Japon publié, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine, le magazine qui s'appelle Magazine. Et l'an dernier, c'était l'an dernier que ça s'est terminé. Ouais, on était... le magazine justement qui inclut le dernier chapitre. Voilà, on était au Japon à ce moment-là et donc on lisait la fin de The Seven Deadly Sins, on était vraiment hyper enthousiastes, on était tout fous. Maintenant en France paraît le dernier tome et j'avoue que j'ai un peu oublié. Mais du coup en fait il y a tout qui se termine en même temps, il y a aussi l'adaptation animée sur Netflix. Mais là par contre j'avoue que j'ai pas suivi parce que autant l'adaptation en première saison était vraiment géniale et autant par la suite oui, changement de studio implique potentiel changement de qualité. Mais donc si vous n'avez jamais... le manga et toujours de manière régulière, super. Donc en fait, tout ça pour dire, moi finalement, je préfère vraiment largement le manga. C'est par là qu'on a lu vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et qu'on s'est enthousiasmé jusqu'au bout, jusqu'à la pré-publication terminale. Et voilà, c'est vraiment un super titre, un super shonen manga. Oui, avec un auteur qui est vraiment passionné par la légende arthurienne et toutes ses influences celtiques qu'il intègre dans son œuvre. Du coup, c'est un véritable mélange de cultures entre la culture japonaise. D'ailleurs, il y a un personnage un peu en forme de samouraï qui était apparu il y a plusieurs dizaines de tomes, mais également du coup tout ce qui fait le mythe arthurien. Et c'est vraiment sincère, il y a vraiment des références parfois très fines dans le manga justement liées à ces protagonistes-là.
Je suis vraiment curieux de lire la suite, que je n'ai pas encore commencé la lecture de la prépublication. J'attendais qu'il y ait suffisamment de chapitres qui aient démarré, en espérant en même temps qu'en France, on puisse le découvrir prochainement. J'imagine que ça sera... il y a des chances pour que ce soit le cas, puisque Nakaba Suzuki, il y a aussi une autre de ses œuvres qui est sur le patinage artistique, qui est parue en France chez le même éditeur, chez... Pika, et donc voilà, c'est à suivre. Très belle fin, très belle série. Si vous cherchez un shonen manga d'aventure, heroic fantasy, que vous êtes un peu aussi nostalgique des épopées d'heroic fantasy à la Dragon Quest, telles qu'on les vivait dans les années 90, The Seven Deadly Sins c'était parfait pour ça. Pour finir sur l'actualité, comme tu le dis, la série animée va se terminer au Japon. La dernière saison n'est pas encore arrivée sur le Netflix français. Ah bon? Non. Ah d'accord. Ça arrivera plus tard. Et par ailleurs, il va y avoir un film au Japon, un deuxième long métrage. Il y avait eu un premier long métrage très bien. Qui avait été diffusé et qui, lui, est disponible sur Netflix France. Et très bon un deuxième long métrage qui arrive. À noter d'ailleurs que sur le film, Nakaba Suzuki avait fait aussi un petit manga compagnon dont on avait eu l'occasion de parler sur la chaîne. Donc, c'est bien quand voilà, l'auteur original participe au film. En tout cas, un petit mot sur le fait que ça arrive 1 an plus tard en France. C'est pas si tard que ça. Et en même temps, c'est un petit peu tard parce que maintenant, on a presque l'habitude que ce soit du simul-pub, tu vois, par exemple pour Eden Zero. Eden Zero, ça vient tout de suite, c'est prépublié là, et ça paraît en tankobon au Japon, et paf, ça paraît aussi tout de suite en France. Donc finalement, t'as presque l'habitude qu'il y ait la même effervescence en France qu'au Japon. Bon là, 1 an plus tard. Un peu moins d'1 an en fait, c'est sorti au mois de mai au Japon, donc on est plutôt à 8 mois. Et donc l'an dernier au Japon, on vivait la fin de plein de titres. T'avais la fin de Gotobu no Hanayome aussi qui paraissait. The Quintessential Quintuplet. Ah ben dont on va parler en plus. Et bien voilà, on va passer à notre deuxième manga. Et on va passer à la transition Quintessential Quintuplet qui se termine effectivement en 14 tomes. On en est encore loin en France puisque on a eu l'apparition du 7e tome et le 8e tome est dans les tuyaux. Et ben là, ça me surprend. Parce que du coup, tu vois, là, on a un retard de 8 mois. Oui. Là, on a un retard de quelques années. Oui, c'est vrai. Et Eden Zero, on a un retard de rien. Rien. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est un peu surprenant des fois. Ça dépend en fait si les séries, la pré-réussion a démarré très vite. En fait, pour Eden Zero, c'est arrivé très vite, mais il faut dire Hiro Mashima était déjà un auteur connu. Donc l'éditeur français, Pika, a fait le pari de sortir très vite le manga, tant en version numérique et en version papier. Par contre, là, pour l'œuvre de Negi Haluba, il n'était pas particulièrement réputé auparavant en fait. En France pour ça et du coup, explose. The Quintessential Quintuplet est vraiment la série qu'il a fait connaître partout. Et voilà, je pense que c'est pour ça que des fois ça prend un peu de temps. C'est la meilleure comédie romantique. C'est vraiment une comédie romantique incroyable. Et le fait qu'il termine en 14 est aussi un gage de qualité, c'est-à-dire il ne s'est pas laissé emporter par la vague du succès. Il aurait pu continuer sur des rebondissements à n'en plus finir, mais c'est pas le cas. Tu restes sur cette double page. Mais je la trouve belle, c'est pour ça. Donc on suit toujours la comédie romantique entre justement ce lycéen qui est prof particulier d'un groupe de 5 filles qui sont particulièrement peu douées, 5 quintuplés qui ont chacune leur caractère, leur spécificité et qui vont quand même tenter de donner leur maximum parce que au contact justement du protagoniste masculin, elle commence à changer. Voilà, donc prépublié aussi dans le Weekly Shonen Magazine. C'est vraiment meilleure love comedy du moment, de la décennie même, je dirais. Et pourtant, moi, j'ai mis du temps à m'y mettre parce que je me suis dit, waouh, tu sais, des fois, t'as des mangas qui, dans le pitch initial, reprennent tellement les codes d'un genre que tu te dis, bah, t'as déjà lu et relu ce genre de titre. Donc voilà, le gars qui est prof particulier, et après ça va faire un peu un harem autour de lui, et tout le monde va être amoureuse de lui, et puis tu dis, bon, bah, c'est bon, tu l'as déjà vu. En plus, il y a un peu comme un genre de
promesses comme quoi dans le passé, enfin quand ils étaient enfants, il a rencontré une fille et puis du coup ils se sont promis de s'améliorer. Tu vois, ça fait un peu Lovina aussi. Donc tu fais ouais, c'est bon, tu connais déjà quoi. Et en fait, quand tu lis ça, ça casse tous les codes scénaristiques love comedy classiques et t'es tout le temps tellement surpris que je trouve que c'est vraiment hyper bien amené. Et en même temps, c'est tellement beau, c'est incroyablement bien dessiné. C'est pas hyper... tu vois, dans une love comédie comme ça, qui vise les garçons, les jeunes garçons, n'est-ce pas, les petits garçons. Les adolescents. Bah, du Shonen Magazine, quoi. Shonen Magazine, t'as toujours du ecchi à fond. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Alors que potentiellement, tu pourrais en faire plein. Voilà. En fait, moi, c'est surtout qualité scénaristique, quoi. Tout ce que tu peux approfondir sur chaque personnage. Parce que t'as beau physiquement te ressembler en tant que quintuplet, t'as tes propres rêves, tes propres qualités, ta propre personnalité. Et le héros, lui, c'est pas un espèce de pervers, c'est pas non plus un gars qui a hyper envie de sortir avec une fille et tout. Donc finalement, en fait, je trouve que c'est un très bon mélange. Et surtout très très bien raconté, très très bien narré. Enfin voilà, finalement, quand je me suis mise à lire ça, j'ai pas réussi à décrocher. Et je trouve que c'est vraiment bourré de qualité, quoi. Ça m'a réconcilié avec le genre love comedy. Le genre love comedy, en plus en shonen, je trouve que c'est un gage de qualité, du coup, d'avoir pour moi, love comedy, c'est forcément du shonen. Ouais, d'avoir ton point de vue. Parce que sinon, si c'est une romance, si c'est un shoujo, une romance, c'est juste un shoujo romance. Non, tu pensais à quoi comme love comedy qui serait pas shonen? Tu pensais à quoi? Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi un genre à l'inverse qui est présent dans les shoujo manga, parfois, des comédies romantiques. C'est vrai que j'ai pas de titre qui me vient immédiatement en tête. Ah si, j'en ai un. Tu sais, ça fait un petit peu Takagi, mais en fait, ça apparaît dans Dessert. Mince, tu l'as acheté au Japon. Mince, attends, comment ça s'appelle déjà? C'est... Nos précieuses confidences? Non, c'est pas paru en France. Ah mince, c'est Tsuki no Oki ni Hime Sumama. Tu vois? Oui. C'est de la comédie. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu romance. Ah oui, d'accord, je te l'accorde, il y a on va dire... Mais je sais pas, pour moi, love comedy, c'est forcément... plutôt garçon. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment un titre excellent qui bénéficie d'une adaptation animée à l'heure actuelle. La deuxième saison se termine alors qu'on est en train de tourner cette vidéo. Et tout le manga n'aura pas encore été adapté. Donc potentiellement, il y aura une suite. Et pour moi, je trouve que quand tu as un manga qui est tellement beau, et l'animé, il est forcément en dessous, en fait. C'est drôle, hein. Ouais, c'est vrai parce que, tu vois, tous les plans caméra sont déjà impeccables. Le dessin, il est tout le temps beau. T'as pas une seule planche qui est ratée. L'animé, à part reprendre à l'identique et parfois avoir des défauts d'animateur ou je sais pas. En tout cas, c'est vraiment c'est à lire en manga. Surtout le manga. Donc l'auteur a commencé une nouvelle série au Japon en 2021 et par ailleurs au Japon cette série elle s'est terminée, je pense qu'elle est emblématique de cette année 2020 où des séries avec énormément de succès se sont terminées en plein milieu justement de ce succès-là. Là où dans le passé, les séries, elles étaient incitées à continuer. Et là, il y a eu chez Shueisha Kimetsu no Yaiba. Et là, en l'occurrence, Quintessential Quintuplet qui s'est terminé vraiment au sommet de la gloire, comme tu le dis. Donc, les éditeurs, les maisons d'édition mettent en place de nouveaux moyens de faire perdurer le succès de leur série. Par exemple, pour cette série-là, c'est la publication d'une version totalement colorisée au Japon. Donc on va voir si c'est d'autres initiatives qui perdurent, si c'est quelque chose sur lequel on va voir s'imposer des séries à grand succès qui ont une nouvelle édition en version couleur. Plein de choses comme ça. Je trouve ça bien de ne pas forcer l'auteur à
à tirer sur des ficelles scénaristiques un peu grosses pour forcer l'histoire à aller plus loin. Je trouve ça bien. Et en même temps, pour un shonen, c'est quand même un peu surprenant. Ça se termine vite. C'est vrai, ça se termine vite, mais ça se termine bien, donc c'est quand l'œuvre globale est bien, elle se termine bien, tout est bien, et il n'y a rien à redire. Franchement, rien à redire. Et donc, comme on parle de la manière dont les mangas sont créés, et dont les mangas, plus particulièrement au sein du Weekly Shonen Magazine, sont mis en œuvre, c'est le moment de parler du tome 3 de Hitman, une série de Koji Seo, qui était connu auparavant pour des comédies romantiques comme Suzuka, Fuuka. C'est vraiment des comédies romantiques, c'est pas juste du shonen ecchi? J'ai jamais lu ces œuvres. C'est un peu les deux, parce qu'effectivement l'auteur est connu pour effectivement mettre ces personnages féminins souvent sous certains angles un peu sexy. Là en l'occurrence dans Hitman c'est malheureusement un tout petit peu le cas encore, mais il y a beaucoup de contenu sur la création de mangas. Et autant j'étais un peu mitigé à la lecture des tomes 1 et 2, autant sur ce tome 3, j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont certaines stratégies éditoriales sont exposées et dont on focalise justement beaucoup plus sur la manière dont la vie se déroule au sein d'un magazine, mais aussi dont simplement la vie du protagoniste, la vie d'un éditeur de manga au sens japonais du terme, du tanto, du responsable éditorial, de celui qui accompagne des mangaka dans la création, est dépeinte. Évidemment, ici on a un jeune héros qui doit avoir 23-24 ans, qui est tanto de filles qui sont plus jeunes que lui, avec tout le temps cette, on va dire, cette petite tension amoureuse qui peut exister. Mais si on va au-delà, il y a des choses qui sont justement intéressantes dans leur exposition, dans la manière dont finalement le mangaka se retrouve... le mangaka ou la mangaka se retrouve en concurrence avec d'autres mangaka dans, entre guillemets, le cœur, ou plus exactement le temps que l'éditeur a à lui consacrer, ou dans les conseils qu'il a à lui consacrer. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un point intéressant dans la description. Un autre élément qui montre bien aussi que Hitman s'inscrit dans une forme de modernité du marché éditorial, et on évoquait auparavant le fait que pas mal de choses changent. C'est au début du manga, de ce tome-là, en fait, l'héroïne que, du coup, le héros a suivi auparavant, qui veut absolument être édité dans le Shonen Magazine, a vu sa série, enfin son projet de série annulé, et donc le héros décide de faire quelque chose de très audacieux. Il lui dit, eh bien, publie tes planches de manga sur Twitter, montre la chose, ça va faire du buzz et ça va forcer le responsable du magazine à se dire il faut absolument que l'éditer parce que c'est une série qui fait du buzz. Et ça, en fait, depuis quelques années, il faut le dire, il y a des séries qui ont été repérées sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux et qui se sont vues proposer en fait une forme de réinterprétation, sérialisation justement dans des magazines. Ah mais c'est un peu bizarre là, non? Parce que quand un inconnu lambda est repéré et sur Twitter, bah c'est génial, ça fait un peu un conte de fées. Mais par contre, quand c'est un éditeur du magazine qui lui dit vas-y, jette ça sur le web, et puis comme ça va forcer les supérieurs à, ça fait un peu trahison. Mais oui, c'est de la tension dramatique, évidemment, là-dessus, puisqu'en fait, ça ne va même pas suffire. Et là, il y a un dialogue entre celui qui est maintenant le responsable du magazine et justement le héros. Et à ce moment-là, en fait, le responsable du magazine, qui a une vraie tête de méchant maintenant, dit bien que c'est pas envisageable parce qu'en plus ce type de formule où les auteurs ont été publiés sur le seul critère d'avoir eu du succès sur Twitter, c'est quelque chose qui a déjà été vu. Et les lecteurs sont loin d'être idiots, ils ont déjà assez goûté à ce genre de formule. Quel poisson serait assez stupide pour se laisser de nouveau attraper par le même appât? Voilà, donc il y a pas mal de questions sur ce mécanisme de publication. Un autre élément qui est intéressant, c'est à mon sens, quand on est auteur et qu'on se voit à un moment donné proposer une publication par exemple dans le magazine, est-ce qu'on est prêt à tout
les sacrifices, par exemple, sur le format pour être publié. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte, par exemple, de n'avoir que 8 pages chaque semaine à faire, par exemple, des yonkoma, plutôt que de faire ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire une série au long cours avec des chapitres de 20 pages. Qu'est-ce qu'on fait? Et par exemple, ce tome-là est vraiment orienté sur cette question, avec des protagonistes qui conseillent l'héroïne sur ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Et on voit que la vie d'auteur de manga est loin d'être facile, parce que par exemple, il y a une autrice ici, dans cet univers-là, qui explique qu'au départ, elle a dû travailler sur du manga de sport, alors que elle n'avait jamais rien dessiné de ce genre-là, elle n'avait aucune envie de réaliser cette commande. La série a été mal accueillie, annulée au bout de 3 mois, mais malgré tout, à force de s'appliquer, elle a fini par devenir meilleure et réussir à s'améliorer. Je trouve que c'est vraiment un état d'esprit japonais, hein, du gaman sulu, de prendre sur soi tout le temps pour accepter parfois des compromis vraiment difficiles. Donc c'est une plongée dans le milieu de la création de manga au Japon, avec tout ce que ça implique et tous les codes de la société japonaise. Je veux, pour dernier exemple, le fait qu'au début du tome là, l'ancien éditeur du Weekly, enfin celui qui est au début de l'histoire, l'éditeur du Weekly Shonen Magazine, et qui part pour prendre la responsabilité du Weekly Young Magazine, donc celui qui est destiné... l'éditeur en chef? L'éditeur en chef part et il fait une fête d'adieu. Et le héros, lui, veut absolument aller avoir... Enfin, il ne peut pas assister à cette fête d'adieu. Et il y a les autres éditeurs qui lui disent mais ça se fait pas, quoi. Tu peux pas être absent à la fête d'adieu de ton supérieur hiérarchique, de celui qui était l'éditeur en chef. Faut absolument que tu sois là, avec ce type de pression sociale qui existe. Donc c'est vraiment un manga sur l'univers de la création de manga, particulièrement dans des magazines, et particulièrement dans des magazines hebdomadaires. Et comme ce tome-là fait plus, justement, focalise, nous fait rentrer vraiment dedans, j'ai trouvé que c'était intéressant. On quitte un petit peu la dimension romantique qui est là, parce que Koji Seo, il adore faire ça. Et on va un petit peu plus dans justement ce descriptif de ce milieu-là, qui là est dépeint de manière un peu difficile, hein, faut quand même le dire. D'accord, donc finalement tu es enthousiaste, j'ai l'impression que t'en as parlé avec enthousiasme. J'ai trouvé ça intéressant. Par contre, c'est une lecture toujours un petit peu difficile, parce qu'elle plonge dans les affres du milieu du manga. Là, c'est pas romancé en manière c'est super beau et super magnifique. On se dit, la vie d'auteur de manga est quand même bien difficile. Très bien. Bon, bah, c'était... Waouh! C'était la lecture, la 3e lecture, je crois. Ouais. Maintenant, c'est 4e lecture. Avec une nouvelle série qui s'appelle Le Conte des Parias. Donc, une série On qui change vient le de magazine. démarrer, voilà, chez Doki Doki en France, et qui est une série dont la parution est assez récente au Japon, commencée à l'été 2019 dans le magazine Weekly Shonen Sunday, un magazine que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, donc l'ambiance est complètement différente du Weekly Shonen Magazine. Là, on est dans le Shonen Sunday. Tout ce qui est Sunday et Gessan, je trouve que c'est plus paisible et plus gentil et beaucoup moins ecchi que dans Shonen Magazine. Oui, clairement. Voilà, donc déjà ça pose la chose, hein, quand je dis c'est beaucoup plus paisible. Ensuite, ce qui est surprenant, quand on voit ça, on se dit que ça va être une histoire qui vient de McGarden ou pas d'un magazine de prépuce de shonen, quoi, mais vraiment d'un magazine de dark fantasy, voilà. Et en fait, pas du tout. Donc, moi, ce qui m'a rendue curieuse dans cette lecture, c'est que ça vienne du Shonen Sunday. Mais oui, parce qu'on est face à une héroïne qui vit une vie malheureuse dans le Londres du 19e siècle et qui se retrouve à croiser la route d'un diable. Elle est esclave, effectivement. Esclave d'un prêtre. Et elle va faire un pacte avec ce diable-là. Elle en perd la vue
mais ils vont du coup parcourir On voit pas ta l'Angleterre bouche du quand t'es comme XXe ça. siècle, du XIXe siècle, pardon. Donc, effectivement, c'est un peu étonnant de retrouver ce type d'histoire dans un magazine hebdomadaire comme le Sunday. Du coup, Mais du coup, je vois même pas en quoi c'est un shonen. Pourquoi est-ce que la cible sont les jeunes garçons? Je vois même pas. parce qu'il y a une dimension un peu bien d'aventure dans cette histoire-là, et également de tension autour de cet univers des diables dont on sait peu de choses. Si je devais faire le parallèle à ce moment-là, on pourrait penser à Mao, qui est la dernière série en date de Lumiko Takahashi et qui se situe un peu dans un concept un peu similaire avec deux univers qui coexistent, l'univers un petit peu des yokai et l'univers des humains. Donc pour moi, on se retrouve vraiment dans une des branches spécifiques des titres qui paraissent dans le Weekly Shonen Sunday. Dans le Weekly Shonen Sunday, il y a des comédies romantiques, il y a un peu d'heroic fantasy, notamment il y a des titres, un titre que j'adore dont je reparlerai, dont j'avais parlé, qui s'appelle Freeland. Et donc dans le conte des parias, on est dans cette idée-là d'explorer un univers fantastique avec parfois des confrontations. Ça sera plus le cas dans la suite de l'intrigue, puisque là on a pour l'instant que les 2 premiers tomes parus en France, 6 tomes parus au Japon, série toujours en cours de prépublication, avec du coup des tensions. C'est à noter que c'est la première série reliée de l'auteur, qui d'ailleurs avoue, et je pense que c'est quand même assez rare, avoir apporté un nombre considérable de retouches à la parution en tankobon par rapport à la prépublication, ce qui me semble être aussi le signe d'une œuvre de jeunesse, dans le sens où, au fur et à mesure, le trait de ces personnages s'est affiné. Du coup, c'est plutôt une bonne chose pour le tankobon, parce qu'on a une forme d'homogénéité dans le chara-design des personnages qu'on n'aura pas forcément si on ne lisait que la prépublication. Bon, bah, c'est joli, c'est. euh, En fait, bah oui, c'est ce que j'attends en fait de l'histoire quand tu vois que c'est voilà, un pacte avec un monstre. Euh, Puis quelque part, l'ennemi c'est l'église, voilà. Mais après, enfin, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, mais je voudrais quand même parler de ce qui me surprend dans le fait que ce soit un shonen manga. C'est que je vois pas en fait qu'est-ce qui rend ça vraiment shonen, vu que tu suis une jeune fille qui a pactisé avec un monstre, avec un diable. Mais en fait, quelque part, moi, ce pitch, j'ai l'impression que c'est plutôt des jeunes filles que ça va fasciner. Non? Tu vois, je sais pas, une fille un peu émo, ado, qui va un peu verser dans le glauque et qui, voilà, va être fascinée par le mal. Je pense Et qu'il faudrait un petit peu creuser, et ça, on n'y aura pas accès actuellement, les motivations éditoriales qui ont incité les responsables du Weekly Shonen Sunday de faire paraître ce titre-là. Mais de plus en plus, les frontières entre les genres diminuent, même au Japon. Et ah, mais c'est pas une question de frontière. Moi, c'est juste que tu vois, j'imagine mal un, un jeune garçon, un petit adolescent, être intéressé par une histoire comme ça. oui, mais moi, Tu vois, dans une une Angleterre victorienne. Pour moi, c'est tous les codes je suis d'accord. d'une histoire dark fantasy pour jeunes filles, quoi. Et donc, mon hypothèse personnelle serait que les responsables éditoriaux du magazine se sont dit, on va tenter bien d'ouvrir, de continuer à ouvrir un peu à un lectorat féminin et de faire en sorte que même les À que filles puissent Sunday trouver. soit Et c'est le lu cas, par les par filles. exemple, oui, Oh. il y a dans les magazines de pré-pub, il y a de plus en plus de titres qui ont un peu bousculé les genres. Un petit peu The Promised Neverland a une héroïne féminine, Kimetsu no Yaiba est pas mal lu par une cible féminine alors que c'est un shonen. Donc c'est pour ça que je dis que les frontières classiques des genres sont un peu en train de s'effacer jusqu'à ce que même les mangaka, enfin, les responsables éditoriales de Hanato Yume fassent un Hanato Yume shonen avec des auteurs qui sont d'habitude dans le Hanato Yume classique, De donc shoujo. de shoujo. Donc pour moi en fait il y a cette tentative-là de voilà, d'effacer un petit peu des frontières trop strictes et peut-être d'insérer d'autres types de Ouais. titres. Ok.
Sinon, moi, ce que je trouvais intéressant dans ce titre, en particulier quand tu poursuis jusqu'au tome 2, c'est que tu te rends compte, dans cette histoire en tout cas, que les diables ne sont peut-être pas si diaboliques que ça, vu qu'ils ne font que réaliser des rêves. Ils sont un petit peu comme la lampe d'Aladin. Et en fait, ce qui rend leurs gestes démoniaques, ce sont les êtres humains qui font des vœux démoniaques. Donc en fait, finalement, les monstres sont les hommes. Et en plus, l'Église qui vient éradiquer les démons au prétexte que tout démon est démoniaque, ne tiennent même pas compte du fait que ce sont les êtres humains qui ont passé ces vœux, donc ils sont impitoyables. Donc finalement, d'un bout à l'autre, c'est l'homme qui est démoniaque, quoi. Voilà, je trouvais que ce propos-là, cette réflexion-là était intéressante. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si, bon, c'est pas vraiment le cœur du propos, en fait. Finalement, on suit surtout l'aventure de ces deux protagonistes. Voilà. C'est sympathique, c'est assez doux, c'est... Pour un shonen manga, je pensais qu'il y aurait eu plus de combats sanglants. Enfin bref, c'est vraiment... J'aurais vraiment situé ça dans un autre magazine, quoi. Ouais. Mais c'est du Shonen Sunday, donc c'est une ambiance différente. Ouais. C'est ce que j'aime dans cette ambiance de ce magazine-là, avec finalement trop peu de titres qui nous arrivent en France. Donc, mais c'est vrai, ça nous arrive pas, non? Tonikaku Kawaii n'est pas apparu. Il y a pas mal de séries. Donc c'est aussi le magazine dans lequel il y a Détective Conan, qui bien sûr est publié en France depuis plus de 20 ans. Mais il y a beaucoup de séries du Weekly Shonen Sunday qui mériteraient d'être découvertes, et on en verra d'autres au cours des prochains mois. Et donc, une déclinaison du Shonen Sunday qui est, lui, weekly, enfin hebdomadaire, c'est la version mensuelle. Et dans le mensuel, tu portes du coup la couverture du manga que je vais annoncer, vous l'avez reconnu, et je vais parler du nouveau tome de Quand Takagi me taquine. Vraiment un Je pense qu'à chaque j'adore. nouveau tome, t'en parles. Oui, bah oui, mais parce que c'est quand même... C'est ton petit bonbon sucré. Ouais, ça se lit tellement facilement, c'est plein de scènes mignonnes, le design des personnages, c'est en plus ancré maintenant, le style graphique de l'auteur est totalement stable, la manière dont il dépeint du coup ces deux collégiens, et la manière dont Takagi justement taquine Nishikata, sachant que tous les deux on sent qu'ils éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, mais ils sont à l'âge où jamais on va se l'avouer. C'est parce que t'aimes bien taquiner. C'est parce que j'aime bien que tu me taquines, tu crois. Donc en l'occurrence, c'est toujours aussi mignon, c'est des scénettes dans chaque chapitre qui donnent l'occasion d'avoir parfois des défis entre les deux personnages. Comme ici, Takagi qui cherche à faire dire à Nishikata qu'il est gêné par l'idée même de partager la même canette de boisson parce que ça voudrait dire qu'ils se font un baiser indirect. Je trouve ça assez rigolo et plutôt bien amené. Et il y a un chapitre qui m'a vraiment plu, c'est le chapitre éternuement dans sa construction, puisque du coup, au Japon, Ouais, c'était original. si on éternue, ça laisse entendre que quelqu'un d'autre parle de soi, et donc on a un ensemble de double pages où on voit la galerie des personnages de quand Takagi me taquine, parce que les uns parlent des autres et ainsi de suite, et donc une mise en scène plutôt bien menée, sachant que l'univers de Takagi s'est enrichi de nouveaux personnages progressivement, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la série maintenant, et voilà, j'ai trouvé que c'était joliment amené, et on a des épisodes ici. Là aussi, on est dans un magazine mensuel, on suit les personnages Shonen Sunday. à travers les différentes périodes, et là c'est la fin de l'année, et entre autres, la fin de l'année ça veut dire Noël, ça veut dire les vacances, ça veut dire l'hiver, donc pas mal de belles petites scènes. Voilà, c'est toujours super agréable, c'est très très mignon. Et sinon, en fait, le Gassan, clairement, c'est un magazine de shonen manga. Mais je me souviens très bien qu'en librairie, je voyais souvent Takagi pris par des petites filles. En librairie au Japon, je veux dire. En France, j'en sais rien. Mais oui, là, clairement, c'est tout public. D'ailleurs, en France, il est vendu comme... c'est marqué shonen, mais dans la collection Nobi Nobi, donc collection jeunesse, moi je dirais c'est pour tout le monde. Voilà, série toujours en cours de parution au Japon,
dans le Gessan, sachant qu'il y a en fait deux séries autour de Takagi. Pour l'instant, on n'a que quand Takagi me taquine, la série principale. Donc 15 tomes parus au Japon, le 15e tome est sorti le 12 février 2021. C'est un succès fou. Et par ailleurs, il y a aussi la série Moto, donc Kalakai Jozu no Moto Takagi-san. C'est-à-dire que quand justement la jeune fille s'appelait Takagi, puisque c'est une série située 10 ans plus tard et qui raconte le quotidien de Nishikata et du coup Takagi, alors que maintenant ils ont une petite fille ensemble avec pas mal de gags, et c'est une série qui a déjà 11 tomes au Japon. C'est fou. Donc quand Takagi me taquine, ça a vraiment du succès, hein. Là il n'y a qu'à voir, c'est la couverture du numéro de février 2021 du Gessan, donc c'est une valeur sûre. Il y a eu 2 saisons en animé qui sont disponibles en France également, donc une excellente série. Et le manga est vraiment très chouette, ça se lit très facilement. Moi, j'adore. En fait, je dirais presque c'est du gag manga, oui, avec des petites pointes de romance. Tu vois, c'est du manga feel good pour moi, en fait. C'est vrai, ça, tu c'est dis vrai. tu aimes bien les feel good. Par exemple, tu regrettes qu'effectivement on n'ait pas plus de manga Yonkoma en France. Mais en tout cas, pour Takagi, c'est vraiment pour moi un manga feel good. Je le lis, je me sens bien, je me suis plongé un peu dans la campagne japonaise à côté de ces deux protagonistes et de leur relation assez amusante. C'est vraiment bien mené. Eh ben, c'est super, c'était donc la dernière lecture de ce vendredi lecture. De ce vendredi lecture Shonen Manga, on aura mis à l'honneur finalement deux familles de magazines au Japon, donc à la fois chez Kodansha, le Weekly Shonen Magazine, avec tout ce qui est la fin du coup de Seven Deadly Sins, la suite de Hitman et la suite de la super comédie romantique The Quintessential Quintuplet. Et ensuite, on aura parlé de l'ambiance de Shogakukan et du Sunday avec le conte des parias et quand Takagi me taquine. Voilà, on espère que ce vendredi lecture Shonen Manga vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye, bye.